Introduction. Une somme de 100 000 francs CFA. Oui, vous avez bien entendu. 100 000 francs CFA. Dans un pays où des millions de citoyens se battent chaque jour pour survivre, cette somme pourrait sembler importante pour certains. Mais selon des éléments versés dans le dossier judiciaire de l'affaire Martinez-Zogo, elle représenterait aussi le montant qu'aurait perçu l'un des hommes accusés d'avoir participé à une opération qui s'est terminée par la mort tragique du célèbre journaliste. Une affaire qui continue de secouer le Cameroun. Une affaire qui soulève des questions profondes sur le pouvoir, la responsabilité, la justice et les limites que certains seraient prêts à franchir lorsqu'ils se sentent menacés. Mais derrière les noms, derrière les procès-verbaux, derrière les audiences du tribunal militaire, se cache une réalité encore plus troublante. Comment un journaliste est-il devenu la cible d'une opération d'une telle ampleur? Comment des hommes formés pour protéger la nation se retrouvent-ils au cœur d'accusations aussi graves? Et surtout, qu'est-ce que cette affaire révèle sur l'état de nos institutions? Restez jusqu'à la fin, parce que derrière cette histoire se cache peut-être l'un des plus grands scandales politico-judiciaires de l'histoire récente du Cameroun. Partie 1, contexte et faits. Pour comprendre l'ampleur de cette affaire, il faut revenir plusieurs années en arrière. Martinez-Zogo n'était pas un journaliste ordinaire. À travers ses émissions radio, il s'était forgé une réputation de chroniqueur incisif, parfois provocateur, souvent dérangeant. Ses prises de parole suscitaient autant l'admiration que la controverse. Chaque matin ou presque, ses déclarations alimentaient les discussions dans les taxis, les marchés, les bureaux et même dans certains salons feutrés du pouvoir. Mais ce n'est pas tout. Dans un pays où la parole publique reste un terrain sensible, Martinez-Zogo avait choisi un style frontal. Un style qui lui attirait de nombreux soutiens, mais aussi de puissants adversaires. Selon plusieurs observateurs, il était devenu l'une des voix médiatiques les plus influentes du paysage camerounais. Puis survient le drame. En janvier 2023, le journaliste disparaît dans des circonstances mystérieuses. L'inquiétude gagne rapidement l'opinion publique. Les réseaux sociaux s'enflamment. Les rumeurs se multiplient. Les hypothèses les plus folles circulent. Mais quelques jours plus tard, la nouvelle tombe. Le corps sans vie de Martinez-Zogo est retrouvé. Le choc est immense. Le pays entier semble figé. Des organisations de défense des droits humains réclament immédiatement des explications. Des médias internationaux s'intéressent à l'affaire. Des voix s'élèvent pour demander que toute la lumière soit faite. Mais ce n'est que le début. Au fil de l'enquête, des noms importants apparaissent. Des responsables sécuritaires. Des militaires. Des personnalités influentes. Et progressivement, une mécanique complexe commence à émerger. Selon les éléments évoqués au cours de la procédure judiciaire, plusieurs individus auraient participé à différentes étapes de l'opération. Filature. Surveillance. Enlèvement. Séquestration. Et selon les accusations examinées par la justice militaire, certains auraient même été présents lors des sévices infligés aux journalistes. Parmi les personnes citées figure notamment Clément Ebo Mfoulou, adjudant-chef de l'armée camerounaise. Selon les procès-verbaux mentionnés dans le dossier, il aurait été mobilisé pour une mission particulière à Yaoundé. Les enquêteurs affirment qu'il aurait participé à certaines phases de l'opération. Toutefois, il appartient au tribunal militaire de déterminer les responsabilités individuelles de chaque accusé. Et c'est là que commence véritablement la controverse. Car au-delà des individus, c'est tout un système qui semble se retrouver sous le feu des interrogations. Partie 2, le conflit. Lorsque les audiences ont commencé à révéler certains détails de l'affaire, de nombreux Camerounais ont ressenti une profonde incompréhension. Pourquoi? Parce que selon les accusations examinées par la justice, cette affaire ne mettrait pas seulement en cause des individus isolés. Elle poserait aussi la question de l'utilisation présumée de ressources appartenant à l'État. Et là, le débat devient explosif. Imaginez un instant. Vous êtes un simple citoyen. Vous entendez que des hommes entraînés pour défendre les frontières, lutter contre le terrorisme ou protéger les institutions se retrouvent accusés d'avoir participé à une opération visant un journaliste. Naturellement, les questions surgissent. Comment en est-on arrivé là? Qui aurait donné les instructions? Quels auraient été les véritables objectifs? Mais ce n'est pas tout. Le conflit dépasse largement le cadre judiciaire. Il devient politique, institutionnel, moral. Pour une partie de l'opinion publique,
cette affaire symboliserait un affrontement entre la liberté d'expression et certaines formes de pouvoir. Pour d'autres, il serait prématuré de tirer des conclusions avant le verdict définitif du tribunal. Et c'est précisément là que se situe la tension. D'un côté, les familles des victimes réclament justice. De l'autre, les principes fondamentaux de la présomption d'innocence exigent que chaque accusé bénéficie d'un procès équitable. Pendant ce temps, les audiences continuent. Les témoignages se succèdent. Les révélations s'accumulent. Et chaque nouvelle information semble provoquer une nouvelle onde de choc. Mais derrière le tumulte médiatique, une autre bataille se joue. La bataille de l'image. L'image des institutions. L'image de l'armée. L'image des services de renseignement. Car lorsqu'une institution est associée, même indirectement, à des accusations aussi graves, la confiance du public peut être profondément affectée. Et cette confiance, lorsqu'elle est brisée, est souvent difficile à reconstruire. Mais attendez de voir ce qui rend cette affaire encore plus troublante. Partie 3, révélation et décryptage. À ce stade de notre histoire, une question commence à résonner dans toutes les têtes. Une question qui dérange. Une question qui fait parfois plus peur que les réponses elles-mêmes. Comment un journaliste a-t-il pu se retrouver au centre d'une affaire qui mobilise autant de noms, autant de ressources et autant d'attention ? Parce que lorsqu'on regarde cette affaire de loin, on pourrait croire qu'il s'agit simplement d'un dossier criminel parmi tant d'autres. Mais lorsqu'on commence à examiner les éléments évoqués au cours du procès, lorsqu'on écoute les témoignages, lorsqu'on lit les procès-verbaux rapportés dans l'espace public, on découvre progressivement quelque chose de beaucoup plus vaste. Et c'est là que le véritable décryptage commence. Mais ce n'est pas tout. Au Cameroun, lorsqu'un événement ordinaire se produit, il suit généralement une logique simple. Il y a un problème, une enquête, puis éventuellement une sanction. Mais dans cette affaire, beaucoup de citoyens ont eu l'impression de regarder un film dont le scénario devenait de plus en plus surprenant à mesure que les épisodes se succédaient. Au départ, il y a un journaliste connu. Puis survient une disparition. Ensuite apparaît une enquête nationale. Puis des arrestations. Puis des responsables sécuritaires. Puis des militaires. Puis des accusations extrêmement graves. Et à chaque nouvelle étape, l'opinion publique découvre un nouveau rebondissement. Comme dans ces séries africaines où le spectateur croit avoir compris l'intrigue avant de réaliser que le véritable scénario était caché derrière le premier scénario. Mais attendez un peu. Car le plus troublant n'est peut-être pas ce qui est visible. Le plus troublant est ce que cette affaire semble révéler sur certains mécanismes du pouvoir. Selon plusieurs observateurs, ce dossier donnerait l'impression que certaines personnes auraient fini par considérer les institutions comme des outils personnels plutôt que comme des instruments au service de la collectivité. Attention! Il appartient exclusivement à la justice d'établir les responsabilités individuelles. Mais sur le plan du débat public, cette interrogation est devenue incontournable. Parce qu'au fond, le véritable sujet dépasse désormais la personne de Martínez Zogo. Le véritable sujet concerne la relation entre le citoyen et l'État. Et cette question est immense. Mais ce n'est pas tout. L'un des éléments qui choque le plus dans les analyses produites autour de cette affaire est la disproportion apparente entre la cible et les moyens qui auraient été mobilisés. Prenons un exemple simple. Imaginez un village où un homme passe ses journées à dénoncer la mauvaise gestion de la caisse commune. Il parle fort. Il dérange. Il énerve certains notables. Il crée des polémiques. Bref, il devient gênant. Dans une société normale, plusieurs options existent. On peut le poursuivre en justice s'il diffame. On peut lui répondre publiquement. On peut le contredire. On peut l'ignorer. Mais personne n'imaginerait mobiliser tout le conseil des sages simplement pour faire taire ce villageois. Et pourtant, c'est précisément cette impression qui ressort de nombreuses discussions autour de cette affaire. Comme si un simple micro était devenu plus inquiétant que certains problèmes nationaux. Comme si certaines paroles avaient fini par produire davantage d'inquiétude que certaines actions. Et cela interroge profondément. Mais ce n'est pas tout. Une autre révélation implicite de cette affaire concerne la puissance de la parole. Parce qu'au fond, pourquoi un journaliste dérange-t-il ? Il ne possède pas d'armée. Il ne possède pas de bataillon. Il ne possède pas de blindés. Il ne possède pas de prison. Son arme principale reste sa voix. Son micro. Ses émissions. Ses révélations.
ses analyses. Et lorsque la parole devient suffisamment influente pour inquiéter certains cercles, elle finit parfois par acquérir une valeur stratégique. C'est là que cette affaire devient fascinante sur le plan politique. Car elle démontre que dans certaines circonstances, un simple citoyen capable de parler au peuple peut devenir plus redouté que des adversaires beaucoup plus puissants en apparence. Mais attendez la suite. Une autre question revient constamment dans les débats populaires. Qui profite réellement de ce genre de drame? Question difficile. Question sensible. Question que chacun analyse à sa manière. Car lorsqu'une affaire atteint un tel niveau de gravité, les conséquences dépassent largement les personnes directement impliquées. La famille souffre. Les proches souffrent. Les collègues souffrent. Les institutions sont fragilisées. La réputation du pays est affectée. L'opinion publique perd confiance. Et au final, tout le monde sort perdant. C'est justement cela qui rend cette tragédie si particulière. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un homme. Il s'agit également de ce que représente cet homme dans l'imaginaire collectif. Mais ce n'est pas tout. Un autre aspect mérite d'être analysé avec beaucoup d'attention. La question de l'obéissance. Dans toutes les administrations du monde, il existe une hiérarchie. Dans toutes les armées du monde, il existe une chaîne de commandement. Dans toutes les institutions, il existe des ordres. Mais l'histoire nous enseigne une chose fondamentale. L'obéissance ne supprime jamais totalement la responsabilité individuelle. Et c'est précisément pour cette raison que les grands procès attirent toujours autant l'attention. Parce qu'ils obligent chaque acteur à répondre à une question fondamentale. À quel moment aurait-il fallu dire non? Question simple. Réponse extrêmement difficile. Surtout dans des environnements où la discipline et la loyauté occupent une place centrale. Mais ce n'est pas tout. Au Cameroun, la sagesse populaire possède toujours une formule pour résumer les situations les plus complexes. Les anciens disent souvent: lorsque plusieurs personnes portent le même sac, il devient difficile de savoir qui a mis quoi dedans. Cette phrase résume parfaitement le défi auquel la justice est confrontée. Déterminer les rôles. Déterminer les responsabilités. Déterminer les intentions. Déterminer les degrés d'implication. Un travail colossal. Un travail qui exige des preuves solides. Un travail qui exige de la rigueur. Et surtout, un travail qui exige du temps. Car dans un dossier aussi sensible, chaque détail compte. Mais ce n'est pas tout. Parlons maintenant d'un élément qui a profondément choqué l'opinion. La question de l'argent. Selon certains éléments évoqués dans le cadre de l'enquête, des montants relativement modestes auraient été associés à certaines missions. Et là, la réaction populaire a été immédiate. Dans les taxis de Yaoundé. Dans les bars de Douala. Dans les marchés de Bafoussam. Dans les grains du Nord. Partout, la même phrase revenait. Donc la vie humaine coûte désormais moins cher qu'un téléphone haut de gamme. C'est une réaction émotionnelle. Une réaction humaine. Parce que lorsqu'un drame d'une telle ampleur est associé à des sommes perçues comme dérisoires, cela provoque un choc moral. Les gens ont l'impression que quelque chose d'essentiel s'est cassé. Comme si la conscience elle-même avait été mise aux enchères. Mais ce n'est pas tout. Au-delà des accusations et des débats judiciaires, cette affaire révèle également une crise de confiance. Et cette crise est peut-être l'aspect le plus dangereux de tous. Parce qu'une nation peut survivre à de nombreux problèmes. Elle peut survivre à une crise économique. Elle peut survivre à une crise politique. Elle peut survivre à des tensions sociales. Mais lorsqu'une partie de la population commence à perdre confiance dans ces institutions, le défi devient beaucoup plus complexe. La confiance est comme une vitre. Il faut des années pour la construire. Quelques secondes suffisent pour la fissurer. Et parfois toute une génération pour la réparer. Voilà pourquoi les enjeux de ce procès dépassent largement le sort des accusés. Ce qui est observé aujourd'hui, ce n'est pas seulement un procès. C'est